Et on en parle avec notre invité Romain Lecourt-Grandmaison. Bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes chercheur senior à Global Initiative, qui est spécialisé dans le crime organisé. D'abord, que sait-on de l'opération qui a été menée hier? Elle a été encadrée, dirons-nous, par l'armée mexicaine grâce aux renseignements américains qui a réussi donc à faire cette jonction et à renseigner l'armée mexicaine pour éliminer le baron. Oui, tout à fait. Alors, il manque probablement encore une série de détails sur l'opération, mais a priori, c'est une opération quand même conduite par l'armée mexicaine avec une collaboration, somme toute, assez classique, probablement en termes de renseignement de la part des États-Unis pour appuyer une opération qui est quand même extrêmement significative de par l'ampleur et la place qu'occupait El Mencho dans le paysage criminel mexicain et international. Oui, il était recherché depuis plusieurs années. Il était à la tête donc de ce cartel Jalisco Nouvelle Génération, principal cartel mexicain, l'un des plus sanguinaires. C'était quoi ces domaines d'action? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce que c'était la production et la distribution entre guillemets du fentanyl, cette drogue qui inonde littéralement les États-Unis et le Canada notamment? Alors, entre autres, oui, vous l'avez mentionné, El Mencho était recherché depuis plusieurs années, mais surtout était actif, disons, dans le monde criminel mexicain depuis près de 40 ans. C'est quelqu'un qui a fait une très longue carrière au sein de probablement une dizaine de groupes criminels mexicains et qui, dès les années 80 et 90, était au contact et ensuite membre d'organisations criminelles originaires de l'ouest du Mexique, y compris le Jalisco, au sein desquelles il a été un des pionniers de l'importation de précurseurs chimiques, de produits chimiques qui permettent ensuite, la production, la fabrication et la production de drogues de synthèse, que ce soit à l'époque et encore aujourd'hui le cristal, la méthamphétamine et ensuite une partie du fentanyl. Mais l'organisation Jalisco Nouvelle Génération se dédie à bien d'autres activités, que ce soit le trafic de drogue et d'autres drogues, notamment le transport et la commercialisation de cocaïne, mais aussi fonctionne de plus en plus et depuis plusieurs années comme un groupe mafieux capable d'opérer sur beaucoup de marchés criminels en parallèle. Par exemple, le trafic de carburant, les passeurs aussi. Tout à fait. En réalité, il faut imaginer un groupe criminel qui a réussi à monter et à créer, pas seul, mais à en faire un vrai modèle, un système de franchise criminelle, si vous voulez. C'est-à-dire un groupe qui n'est pas lié à un territoire au sein du pays, ce que peut laisser entendre d'ailleurs le nom du cartel. Jalisco Nouvelle Génération, c'est le nom officiel du groupe criminel, mais le groupe est originaire de la région du Jalisco, mais n'est pas du tout enraciné uniquement dans cet État du Mexique. Le groupe est capable et a été capable, et c'est le cas aujourd'hui encore, de coopter, de travailler avec des groupes criminels partout à l'échelle du pays, mais aussi à l'échelle internationale. Vous avez mentionné l'inquiétude du Guatemala en début de sujet. Et c'est un groupe qui ensuite fonctionne comme un vrai groupe mafieux, c'est-à-dire un groupe qui contrôle un territoire, qui impose de l'extorsion, du racket, et qui fait de l'argent sur différentes activités illicites, y compris sur le blanchiment d'argent ou sur le trafic de migrants, etc., etc. J'aimerais qu'on s'arrête sur la vague de violence que l'on observe depuis hier, depuis l'élimination de ce baron de la drogue. C'est un appel à la violence, selon vous, qui sera sporadique ou est-ce qu'elle est appelée à s'inscrire sur la durée? C'est encore un peu difficile à dire, mais dans la méthodologie, en tout cas, on retrouve des pratiques assez classiques, malheureusement, de la part des groupes criminels mexicains ces dernières années, et en particulier très classiques de la part des groupes criminels de l'ouest du Mexique, d'où est originaire El Mencho et là où il a fait ses armes, qui consiste à effectuer et à exercer une pression énorme sur les autorités et sur les populations à travers ces démonstrations de violence extrêmement spectaculaires qui consistent à lancer des attaques sporadiques très directes à différents points des grandes villes, des agglomérations, et qui consistent à prendre des véhicules lourds, que ce soit des engins de chantier, des bus, à les entraver au milieu de la route et à y mettre le feu pour éviter que la vie puisse se dérouler normalement dans les villes. Ça, ce sont des pratiques malheureusement très classiques depuis une vingtaine d'années dans l'Ouest et ensuite qui se sont propagées ailleurs dans le Mexique. Il faut voir si on assiste ensuite à une escalade de violence beaucoup plus directe qui consisterait à lancer des attaques directement soit contre les populations, soit évidemment contre les forces de sécurité mexicaines, ce qui
pour le moment, n'est pas encore le cas, et on peut espérer que ce soit, disons, davantage démonstratif, sans nier évidemment l'impact que ça a sur la vie des gens, mais que ce soit davantage démonstratif que des vagues d'affrontements directs. Et à l'instant, les autorités mexicaines nous font savoir que 25 membres de la garde nationale sont morts suite à cette opération de capture d'El Mancho. Un mot encore sur ce cartel, Romain Lecourt Grand Maison, Jalisco Nouvelle Génération. Il y a quelques années, on l'avait vu avec l'arrestation d'El Chapo, qui était l'autre gros baron de la drogue au Mexique. Le cartel de Sinaloa s'était quelque peu fracturé. Est-ce que ça peut être le cas aussi avec cette organisation criminelle? Tout à fait. C'est malheureusement une des options qui est sur la table, et un des scénarios qui est sur la table. C'est assez classique, malheureusement, au Mexique comme ailleurs, que lorsque vous lancez une opération pour décapiter une organisation criminelle, vous n'êtes pas à l'abri que s'en suive une guerre interne à l'intérieur du groupe ou de la part d'autres groupes pour prendre le contrôle, soit du groupe, pour prendre la tête du groupe, soit pour prendre le contrôle des actifs du groupe. À l'intérieur du mode de fonctionnement de Jalisco Nouvelle Génération, ça peut prendre des formes diverses dans la mesure où, comme je vous disais, le groupe fonctionne beaucoup à partir de franchises criminelles. C'est-à-dire qu'il est capable de travailler comme une marque qui englobe, qui coopte, qui intègre, qui appuie des groupes criminels qui peuvent être extrêmement éloignés de son territoire d'origine, que ce soit en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans différentes activités. Donc ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce qu'on peut s'attendre à une guerre interne au groupe pour la succession à l'intérieur de la coupole, disons, dirigeante du groupe, ou est-ce qu'il peut y avoir une succession, une multitude de conflits dans toutes ces cellules criminelles qui, encore une fois, peuvent être extrêmement éloignées de l'épicentre de l'organisation criminelle au Mexique. Le pire scénario serait qu'on ait les deux simultanément, c'est-à-dire des guerres très localisées pour reprendre certains territoires, certains actifs, et une guerre interne à l'intérieur du groupe pour prendre le contrôle du cartel lui-même, et ensuite, pourquoi pas, des intérêts mexicains contraires, rivaux, qui profiteraient du vide et de l'opportunité de saisir ce type de territoire, ce type d'actifs. Donc la crainte, évidemment, c'est que dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois, voire quasiment les prochaines années, c'est ce qui se passe encore dans le Sinaloa aujourd'hui, vous ayez cette guerre de succession extrêmement violente. Mais plus globalement, est-ce que l'élimination de ce genre d'élimination, est-ce que ça peut aggraver la situation? Est-ce que ça peut aggraver le trafic de drogue? Ou est-ce que ça peut porter un coup d'arrêt à ces organisations criminelles? Malheureusement, si on se fie à ce qui se passe ces dernières années, voire ces dernières décennies, en fait, depuis, si vous voulez, l'instauration de la guerre contre la drogue au Mexique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, qui dure depuis près d'un quart de siècle ou un demi-siècle, quand on décapite une organisation criminelle, encore une fois, on peut s'attendre à des vagues de violence, mais on ne démantèle pas le réseau criminel qui opère à l'intérieur de cette organisation, et on ne met pas fin, absolument pas malheureusement, au trafic de drogue. Donc je ne pense pas que, en termes d'impact sur le trafic de drogue, l'approvisionnement en drogue de différents marchés, que ce soit les États-Unis, l'Europe, l'Océanie, etc., je ne pense pas qu'on voit une décrue dans cet approvisionnement. En revanche, encore une fois, on peut s'attendre à une forme de recrudescence de violence pour le contrôle de territoire, pour le contrôle de marché, sans qu'on s'attaque à la structure et à la vie et au circuit de blanchiment, de financement, de soutien, de collusion, y compris politico-criminelle, qui entoure ce type de cartel de façon judiciaire, c'est-à-dire à travers le démantèlement de l'organisation elle-même et de ses complicités. Finalement, les choses ne changent pas. Une dernière question sur Donald Trump qui dit à l'instant, puisqu'il vient de se réveiller visiblement, il est encore tôt aux États-Unis, le Mexique, dit le président américain, doit intensifier ses efforts contre les cartels et la drogue. On sait que le président américain a proposé à Claudia Sheinbaum une intervention de ses forces sur le territoire pour lutter contre ces cartels de la drogue. Le Mexique là a remercié les États-Unis pour leur participation. Est-ce que ça peut aller plus loin dans la coopération? En réalité, les remerciements du Mexique sont de ce point de vue-là assez classiques. Enfin, ça dépend des gouvernements, ça dépend des périodes politiques, mais en général, il y a une reconnaissance assez directe de l'appui que peuvent fournir les Américains, notamment en termes de renseignement,
pour ce genre d'opération. Aujourd'hui, et ces dernières années, enfin sa dernière année et demie entre guillemets, depuis qu'elle est au pouvoir, Claudia Sheinbaum navigue assez bien entre une posture qui vise à défendre la souveraineté mexicaine et une articulation, encore une fois assez agile, autour des demandes américaines, que ce soit sur les questions de sécurité ou les questions douanières ou économiques plus en général. Elle se débrouille très bien, je dois dire, pour maintenir une coopération intelligente et indispensable et en grande partie imposée par les États-Unis, tout en préservant son espace, encore une fois, d'autonomie, de souveraineté et de prise de décision. Je ne pense pas qu'en l'occurrence, ça change fondamentalement la donne. Ça risque, en revanche, d'aller dans le sens d'une plus grande lutte contre les cartels et pourquoi pas un plus grand investissement des États-Unis dans les questions de renseignement. C'est une forme aujourd'hui de succès dans une certaine mesure extrêmement forte pour les États-Unis, mais surtout très forte pour Claudia Sheinbaum, que ce soit au niveau national ou vis-à-vis des États-Unis. Et à 3 mois de la Coupe du Monde que le Mexique va co-organiser. Merci beaucoup Romain Lecourt Grand Maison d'avoir répondu à nos questions, nous avoir éclairé sur ce qui est en train de se passer au Mexique. On va vous remontrer l'image